Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 16 avril. Salut à Tomoyo, comment ça va de ton côté? J'espère que vous êtes tous prêts et prêts à attaquer, enfin continuer la méthode d'examen mental sur la sphère de la loi selon l'ornementation fleurie avec le commentaire de Zongmi qu'on a déjà pas mal étudié. Ça fait quelque temps qu'on n'avait pas refait de live. Ça va, nickel, nickel. Quelque temps qu'on n'avait pas refait de live sur ce texte, hein. On va essayer de le continuer. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le finir aujourd'hui. Ce sera soit aujourd'hui, soit du coup la semaine prochaine. Il reste pas tant de choses que ça. Prête à faire chauffer mon cerveau, dit Tomo. Excellent, excellent. Surtout que là, en fait, on va aborder, salut Amandine, on va aborder le passage qui est peut-être le plus surprenant de ce texte-là et peut-être un des aspects les plus surprenants de la philosophie de l'Avatamsaka, qui est cette idée de l'interpénétration totale des choses. Si vous vous rappelez un petit peu ce qu'on avait déjà discuté, hein, on avait mis en parallèle, en discussion, en contraste, etc., le principe, ce qu'on appelle donc la vacuité, et les phénomènes. Les phénomènes, c'est vraiment ce qui a une existence perceptible dans notre monde, typiquement une tasse, typiquement un téléphone. Tout ça, ce sont des phénomènes. Ce sont des choses qu'on peut concevoir et qu'on va percevoir naturellement comme étant séparées les uns des autres, ayant des caractéristiques propres, spécifiques, en disant par exemple, cette tasse, c'est une tasse parce qu'elle a telle forme, qu'elle est faite en telle matière. Je peux aussi parler de sa couleur, je peux parler de son design, etc., etc. Donc tout ça me permet de séparer d'une certaine façon, artificiellement, cette tasse du reste des autres choses qui sont autour de moi, typiquement un téléphone, typiquement mes lunettes. Ça, ce sont les phénomènes. Et on avait vu que du coup, ce qui soutient ces phénomènes-là, c'est ce qu'on va appeler le principe, ou ce qu'on appelle aussi la vacuité. C'est cette idée que, en réalité, toute cette apparence qu'on a là, cette apparence de phénomène qui serait un phénomène ou des phénomènes séparés du reste, eh bien en fait, tout cela va tomber quand on va les observer sous l'angle de la vacuité. C'est-à-dire que, bien que j'ai l'impression que cette tasse soit séparée, en réalité, chacun des composants de cette tasse-là est issu d'une infinité de causes et de conditions. Donc cette tasse ne peut pas se laisser limiter ou définir seulement par son apparence. Elle n'a pas d'essence de tasse. Elle a par exemple une forme qui lui a été donnée par une potière, potière qui a dû utiliser un certain nombre de matières, matière qui vient du sol, etc. Et donc qui vient de la planète Terre. Il a fallu qu'il y ait du soleil, il a fallu que la potière ait des parents, etc. Donc en fait, tout ça, on peut remonter sur une infinité de causes et de conditions qui, en remontant sur cette infinité de causes et de conditions, d'une certaine façon, vont évacuer l'aspect phénomène de la tasse, c'est-à-dire toutes ces caractéristiques qu'on pense être intrinsèques à la tasse et qu'on pense être séparées du reste, eh bien, toutes ces choses-là, en faisant cette analyse par la vacuité, vont finir par disparaître. Donc, on avait étudié tous ces éléments-là relatifs à la vacuité et les phénomènes. Salut Sarah Cottage. Donc, ce qui était intéressant, c'était de voir surtout que d'une certaine façon, on peut observer la tasse soit sous l'angle pur des phénomènes, c'est-à-dire je vois la tasse comme étant un élément séparé. Je peux observer la tasse purement sous l'angle du principe ou de la vacuité, en me disant cette fois-ci, je ne regarde plus la tasse, mais je vois à travers la tasse l'infinité de causes et de conditions qui ont amené à son existence. À ce moment-là, d'une certaine façon, la tasse en tant qu'objet séparé, objet phénoménal, disparaît. Il ne reste plus que le principe infini des causes et des conditions qu'est la vacuité. Mais de par ce principe de vacuité, je peux également revenir ensuite jusqu'à la tasse, parce qu'il faut bien se rappeler que même si on peut la voir sous l'angle de la vacuité, cette tasse garde une existence physique. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on avait discutées, hein, l'équivalence entre le principe et les phénomènes, le fait que le principe peut amener à la vacuité ou au phénomène, que la vacuité, ou le principe amène jusqu'au phénomène, que malgré tout, il y a quand même une différence entre les deux. En fait, c'est deux angles différents sous lesquels voir la même pièce. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on avait discutées. Et donc là, ce qu'on va aborder, c'est un élément qui est encore plus profond et peut-être encore moins instinctif, qui est cette idée que, en fait, même les phénomènes entre eux, typiquement la tasse et le téléphone, en réalité, ne se font pas bloquants. Alors, on a l'impression qu'ils se font, hein, parce que là, typiquement, ils se bloquent. Hein. Je ne peux pas faire traverser la tasse et le téléphone. Mais d'un point de vue de la dimension absolue, eh bien, ces phénomènes ne sont pas bloquants les uns par rapport aux autres, parce qu'ils ressortissent tous du principe de la vacuité. Donc, c'est ça qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. C'est assez complexe et assez peu instinctif par rapport à notre monde, mais ça ouvre aussi, en essayant de s'ouvrir à ça, ça ouvre un certain nombre
de porte et d'un point de vue de la compréhension du monde, c'est très intéressant. Donc on va regarder un petit peu ça. Alors, donc on en était sur ce chapitre 3 qui est le dernier du livre, qui est l'examen sur l'interpénétration totale. Ah, attendez, je vais juste regarder, je ne sais pas si je peux bougez pas, je vais juste regarder si je peux me mettre à peine plus de lumière sur le livre. Hop, attendez, attendez. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux rajouter un petit peu de ah oui! Ah oui, c'est mieux là comme ça. Ah ouais, c'est vachement mieux. Voilà, hop, peut-être un peu trop. Ah oui, voilà, c'est bien. OK. Alors, tac, tac. Donc, en troisième, les phénomènes fusionnent selon le principe, englobent tout sans obstacle et s'interpénètrent dans une souveraine maîtrise. Nous allons établir brièvement cela en 10 chefs. Donc on va essayer de comprendre ce qu'on appelle cette interpénétration totale du principe et des phénomènes, mais surtout également des phénomènes entre eux. Donc le premier point qu'il aborde, c'est le principe est tel les phénomènes. En premier, le principe est tel les phénomènes. Donc la vacuité est telle les phénomènes. On entend par là que dès lors que les entités phénoménales, typiquement la tasse, sont... Alors, faut pas que je la passe devant la caméra, parce que... Donc dès lors que les entités phénoménales sont vides, leurs signes différentiels ne peuvent que s'épuiser. Et pour autant que la nature du principe est réelle, elle ne laisse de se manifester en son être. En d'autres termes, les phénomènes ne sont pas des phénomènes qui seraient à part, et phénomènes ce qui réalise pleinement le principe. Ainsi donc, lorsque le bodhisattva voit les phénomènes, c'est comme s'il regardait le principe. Toutefois, nous envisageons les phénomènes dont nous parlons ici comme n'étant pas identiques au principe. Donc ça, c'est vraiment le premier point, peut-être un des plus, entre guillemets, faciles à comprendre, parce que ça rejoint, salut c'était caché, ça rejoint pas mal de discussions qu'on avait déjà eues. C'est cette idée, effectivement, que les phénomènes en eux-mêmes, donc ce qu'il dit précisément, les entités phénoménales, donc typiquement la tasse, sont vides, leurs signes différentiels ne peuvent que s'épuiser. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde cette tasse sous l'angle de la vacuité, chacune des caractéristiques que je prête artificiellement à la tasse comme étant intrinsèque à la tasse, comme étant une essence de la tasse, comme étant caractéristique de cette tasse spécifique, eh bien, sous l'angle de la vacuité, je me rends compte que ce n'est qu'effectivement qu'un enchaînement de causes et de conditions qui englobe l'entièreté des causes et des conditions du monde, et donc au final, ces caractéristiques vont finir par s'épuiser. Et c'est ce qu'ils disent ici, hein. Ainsi donc, lorsque le bodhisattva voit les phénomènes, comme typiquement une tasse, eh bien c'est comme s'il regardait le principe. Toutefois, et il insiste là-dessus, nous envisageons les phénomènes dont nous parlons ici comme n'étant pas identiques au principe. Donc c'est quand même toujours important de garder en tête que ce n'est pas parce que la tasse, j'épuise les caractéristiques de la tasse dans la vacuité, que la tasse cesse d'exister. En fait, à nouveau, hein, ce qui est important ici, c'est de différencier entre l'existence et l'essence. Le concept de la vacuité, ça permet vraiment d'évacuer le concept d'une essence de tasse, c'est-à-dire quelque chose qui caractériserait et qui ferait que cette tasse est une tasse. C'est l'essence qu'on va évacuer grâce au phénomène. Mais il n'empêche que d'un point de vue technique, cette tasse, dans la réalité de notre monde, elle existe, elle a quand même une existence. Et c'est pour ça qu'il insiste bien sur le fait que, malgré le fait qu'on puisse voir la vacuité à travers les phénomènes, ou que les phénomènes, d'une certaine façon, s'évacuent dans la vacuité, eh bien, la tasse garde une existence, les phénomènes gardent une existence, et donc ne sont pas non plus réellement identiques au principe, identiques à la vacuité. C'est des choses qu'on avait déjà un peu discutées les fois d'avant, tout ça. Ça rejoint des... Là, c'est la chauffe. Là, on est en train de se... Là, on se chauffe, là. Là, on est en tour de chauffe. Alors, next. Les phénomènes sont tels le principe. Alors, c'est un peu la même idée, hein. En second, les entités phénoménales ne diffèrent pas du principe. C'est pourquoi les phénomènes s'étendent en tout lieu de manière parfaite en suivant le principe. Ceci entraîne qu'un atome est coextensif à toute la sphère de la loi. Ça, c'est un point qui va être important. En outre, lorsque la sphère de la loi s'étend elle-même intégralement à toutes les entités, cet atome est entièrement présent dans les autres entités. Telle est la nature du principe. Ce qui est vrai d'un atome est à son tour vrai de toute autre entité phénoménale. Alors eux, ils aiment bien prendre l'exemple d'un atome parce qu'effectivement, c'est tout petit. C'est vraiment pour imaginer l'élément le plus petit. Moi, j'aime bien continuer à garder l'idée de la tasse, tout simplement parce que ça permet d'avoir un aspect un peu tangible. L'atome, on peut vaguement se le visualiser, mais ça apporte pour moi une sorte de degré d'abstraction. Peut-être si on s'imaginait un grain de sable, peut-être, parce que moi, le grain de sable, on peut l'imaginer physiquement. Donc ça aide un petit peu. Donc ce qu'ils disent ici, hein,
Donc tous les phénomènes s'étendent de manière parfaite en suivant le principe, ce qui entraîne qu'un atome est coextensif à toute la sphère de la loi. C'est cette idée que, eh bien du coup, puisque cette tasse est la résultante d'une infinité de causes et de conditions, qui sont elles-mêmes la résultante d'une infinité de causes et de conditions, eh bien en fait, si on part de cette tasse-là, et si on part même peut-être d'un élément de la tasse, imaginons sa forme, la forme de la tasse qui a été donnée par la potière. Comme je disais, hein, il faut imaginer du coup que ça a été fait par une potière, que la potière avait des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. Que pour faire ça, elle a dû avoir un atelier qui a été construit par des gens. Il a fallu qu'il y ait du soleil sur la terre et de l'eau et des arbres, parce que sinon on sera tous morts, etc., etc. Et en fait, en remontant comme ça sur cette pyramide de causes et de conditions qui part d'un élément simple qui est la forme de la tasse et qui en cône va commencer à partir dans toutes les directions de façon exponentielle, eh bien, en fait, puisque ces causes-là qui ont causé la tasse, chacune d'elles peut être également la cause d'autre chose et en lien avec autre chose, eh bien, en fait, en remontant à partir de la tasse cette infinité de causes et de conditions, et en la ramenant dans l'autre sens, eh bien, on peut dire qu'effectivement, cette tasse est coextensive, ou en tout cas, elle n'est pas séparée réellement de l'entièreté des causes et des conditions, de l'entièreté de l'univers. Et donc, on peut dire que, par conclusion à ça, cette tasse est coextensive, elle s'étend à l'entièreté des autres phénomènes. Parce que de par ces causes et conditions qui ont amené à son existence, eh bien, elle est liée à chacun des autres phénomènes, de près ou de loin, par un enchaînement de proche en proche de causes et de conditions. Ou pour reprendre l'autre exemple, hein, qui montre la coextension, c'est que si, en le voyant dans l'autre sens, hein, d'un point de vue plus d'annihilation, si aujourd'hui cette tasse disparaît, là je me dis, ok, je fais disparaître cette tasse de l'univers. Je ne peux pas faire disparaître quelque chose comme ça sans qu'en même temps je fasse disparaître sa cause. Parce que je vais pas, ce serait d'un coup, si cette tasse n'a jamais existé, imaginons un monde dans lequel cette tasse finalement n'a jamais existé. Pour qu'elle n'ait jamais existé, il faut que sa cause n'ait jamais existé. Mais il faut que les causes et la cause de sa cause n'aient jamais existé. Donc pour que cette tasse n'ait jamais existé, il faut que la potière ne l'ait jamais créée, il faut que la potière n'ait jamais existé, que ses parents n'aient jamais existé, que le soleil qui brillait au-dessus n'ait jamais existé, etc., etc. Et donc en fait, en remontant comme ça cette pyramide, si je supprime cette tasse de l'existence, je supprime en même temps l'infinité de causes et de conditions qui l'ont créée, parce que il faut bien que de proche en proche, il y a une raison pour laquelle la tasse n'existe pas. Et en faisant ça, du coup, je fais tomber cette énorme pyramide, cet énorme château de cartes sur laquelle la tasse est juste au-dessus. C'est la dernière carte du château de cartes. Toutes les cartes qui sont en dessous s'écroulent en pyramide. Et on en vient à détruire l'univers. Voilà. Alors, c'est un peu de la rhétorique, on est d'accord, hein, mais il faut essayer de comprendre un peu cette idée derrière, de dire que c'est pour ça qu'on va considérer qu'elle est liée à l'entièreté de l'univers, qu'elle est coextensive à l'ensemble des autres phénomènes. C'est tout simplement parce que si d'un coup elle n'existait pas, eh bien alors toute l'infinité de causes et de conditions qui l'ont créée n'existerait pas également. Et si cette infinité de causes et de conditions n'existe pas, alors en fait on détruit la structure même de l'univers. Voilà. C'est pour ça que les voyages dans le temps, c'est compliqué. Quoi? Voilà. Ne croisez jamais votre double. Non, ça n'a rien à voir. J'étais en train de partir sur des théories de voyage dans le temps dans les films. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, hein, c'est une anecdote avec ça, mais les films de voyage dans le temps, la plupart ne marchent jamais. Il y a toujours des gros problèmes de cohérence à un endroit ou à un autre. C'est 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 notamment pour ça, en fait. Parce que si on commence à changer une cause et une condition, en fait, on est obligé de détruire l'infinité des autres causes et de conditions, et donc ça devient un énorme bazar. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? Ça choque bien, c'est pas mal, hein, mais c'est intéressant de comprendre, de voir les choses sous cet angle-là. Hmm. Et à nouveau, moi, ce que je vous dis ici, c'est en fait, ce sont des choses qui sont censées, alors qui peuvent être comprises d'un point de vue intellectuel, mais qui sont censées aussi être intégrées dans le cadre de la méditation. Alors, ce que moi, je fais pas forcément parce que c'est pas le type de méditation que je pratique et je suis pas dans cette branche-là, mais de base, c'est censé aller avec, en fait. Voilà. Tomoyo qui dit quand on croise son double, c'est en théorie, c'est qu'on va mourir. Non, ouais, c'est ça, les théories des doubles dans les films de voyage dans le temps, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué. Donc ensuite, il continue en expliquant le point numéro 3. Les phénomènes englobent le principe et les phénomènes. Alors là, ça va devenir un petit peu compliqué. En troisième, aucune entité phénoménale n'est identique avec le principe. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà discuté, hein, de base.
elle a quand même une existence. Elle n'est pas réellement identique avec le principe. Le principe ou la vacuité n'est qu'une façon de voir les phénomènes. C'est une façon de comprendre les phénomènes. Mais techniquement, la tasse, elle garde son identité qui est propre. Enfin, son existence qui est propre, pardon, pour être clair. C'est pourquoi, tout en conservant, voilà, exactement, c'est pourquoi, tout en conservant leur identité originelle, donc la tasse, par exemple, les phénomènes sont en mesure de tout inclure de façon extensive. Ainsi donc, un atome est-il en mesure d'englober la sphère de la loi qui est sans limite, sans que son aspect s'agrandisse? En effet, dès lors qu'aucune entité de tout l'univers n'est déliée de la sphère de la loi, tous apparaissent intégralement dans un atome. Et ce qui est vrai d'un atome l'est pareillement de toutes les entités. Le principe et les phénomènes fusionnent en s'interpénétrant, si bien qu'ils ne sont ni identiques ni différents. Donc c'est ce qu'on disait un peu avant, c'est un peu la résultante aussi d'un des points d'avant, c'est que les entités, comme on le disait, hein, du coup, les phénomènes ne sont pas identiques réellement au principe, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vois la tasse sous l'angle de la vacuité que la tasse perd son existence, elle garde une existence, cependant on évacue son essence, ses caractéristiques qui feraient d'elle une tasse, mais il n'empêche qu'elle garde une forme d'existence. Donc, combiner cette idée-là à l'idée que eh bien, cette tasse est coextensive à l'ensemble des phénomènes, c'est-à-dire qu'elle s'étend à l'ensemble des phénomènes de par l'infinité des causes et de conditions qui ont amené à son existence, eh bien, on se retrouve avec du coup cette double chose qui est que en gardant son existence telle qu'elle de tasse, sans se modifier, sans se transformer, sans s'agrandir ou rétrécir, eh bien, cette tasse s'étend à l'ensemble de la dimension absolue, tout simplement parce que son infinité de causes et de conditions qui l'ont créée et l'infinité de causes et de conditions avec laquelle elle interagit, eh bien, regroupe l'entièreté de l'univers. Donc cette tasse est donc connectée à l'entièreté de l'univers. Elle s'étend d'une certaine façon à l'entièreté de l'univers. Elle se retrouve présente dans chaque phénomène. On peut voir, entre guillemets, la tasse dans la potière qu'il a créée. Donc, par extension, la tasse dans les parents de la potière. On peut voir la tasse dans la matière qu'il a créée, donc la tasse dans le sol. On peut voir la tasse dans l'eau qui a servi à faire cette tasse pour mouiller, faire la pâte à tasse. Patatas bravas. Donc la rivière, on peut voir la tasse dans la rivière, donc on peut voir la tasse dans la terre, donc la tasse dans le soleil, etc. Et donc vous l'étendez à la tasse dans l'univers. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir cette tasse qui est d'une certaine façon présente à l'entièreté de l'univers. Donc elle s'étend à l'entièreté des autres phénomènes. Et pourtant, cette idée de s'étendre à l'entièreté des phénomènes ne veut pas dire que la tasse s'étend dans le côté physique, elle garde son existence propre avec ses dimensions, sa forme, etc. Et pourtant, elle s'étend à l'entièreté des phénomènes. Donc c'est là où ça commence à devenir assez chaud d'un point de vue conceptuel. C'est assez intéressant, mais assez chaud. Et ça va devenir de plus en plus compliqué, même pour moi, à expliquer, parce que c'est des choses qu'il faut essayer de ressentir d'une certaine façon. Donc voilà, pour reprendre, c'est rassurer que j'ai pas oublié un point important. Et donc ce qu'il dit, hein, ce qui est vrai d'un atome, ici, il le dit, ce qui est vrai d'un atome l'est aussi donc ce qui est vrai par exemple de la tasse, l'est également du téléphone. Ce que j'applique au téléphone, la tasse, je l'applique au téléphone. Donc ce qui sous-entend d'une certaine façon que la tasse se retrouve dans le téléphone et le téléphone se retrouve dans la tasse. Par cette idée justement de cette infinité de causes et de conditions et ce lien entre les deux. Mais elles gardent chacune leur existence propre. Et il continue en expliquant ici quatre propositions rendent compte de cette thèse. Un phénomène est un phénomène. Une tasse est une tasse. Un phénomène est dans tous les phénomènes. De par du coup cette vision du principe, la tasse eh bien, se retrouve coextensive, elle s'étend à l'entièreté des autres phénomènes, elle se retrouve donc dans chacun des phénomènes, puisqu'à un moment ou à un autre, elle va être liée à l'infinité des causes et de conditions qui elles-mêmes ont produit les autres phénomènes. Donc elle se retrouve dans les phénomènes. Et de même, tous les phénomènes sont dans un phénomène. Si j'applique, attendez, hop, je mets mon marque-page, si j'applique cette même logique de dire que la tasse peut s'étendre à tous les phénomènes de par cette infinité de causes et de conditions. Je disais, donc on peut voir la tasse dans la potière, on peut voir la tasse dans le soleil qui a
permis donc du coup de faire en sorte qu'il y ait de la vie sur Terre. On peut voir la tasse dans la Terre, on peut voir la tasse dans l'univers, on peut voir la tasse dans le Big Bang si vous voulez aller jusque-là. Donc la tasse se retrouve dans tous les phénomènes. Mais pareil pour le téléphone, par exemple. Le téléphone se retrouve également dans tous les phénomènes. Et donc, ce qui nous dit ici, un phénomène est dans tous les phénomènes, donc ça, c'est ce qu'on a vu avant. Mais du coup, tous les phénomènes peuvent être aussi dans un seul phénomène. C'est la même logique. Si je pars du principe de la tasse et je vous dis effectivement la potière, etc., machin, jusque au soleil, la terre, etc., ben, on peut appliquer la même idée avec le téléphone. Le téléphone, alors il va pas passer directement par la potière, mais il va se retrouver effectivement en lien avec le soleil, en lien avec la terre, en lien avec tous les matériaux qui ont servi à le créer, etc. Et donc, de la même idée que la tasse va se retrouver dans tous les phénomènes, le téléphone va se retrouver également dans tous les phénomènes. Donc, on a cette idée que, eh bien, par exemple, le soleil, on va retrouver la tasse, on va retrouver le téléphone, on va retrouver moi-même, etc., etc. Donc, en fait, tous les phénomènes peuvent se retrouver d'une certaine façon regroupés dans un seul, ou en tout cas liés à un seul. Donc, tous les phénomènes peuvent se retrouver également dans un phénomène par la même logique. Et donc, en poussant cette idée jusqu'au bout, eh bien, on arrive à cette idée que, du coup, tous les phénomènes sont dans tous les phénomènes. Et c'est là où on arrive à cette idée de l'interpénétration complète des choses, c'est-à-dire qu'en poussant cette logique jusqu'au bout, eh bien, dans chaque phénomène se trouvent tous les phénomènes, et ce phénomène lui-même est présent dans tous les phénomènes. Voilà. Dans la tasse se trouve moi, le téléphone, mon chat, etc., etc. Dans le téléphone se trouve la tasse, moi, mon chat, etc., etc. Le commencement de toute chose vient du même phénomène. C'est un peu cette même idée, en fait. C'est que il y a dans cette infinité de causes et de conditions, à un moment, il va y avoir des recoupements qui font que effectivement, on va se retrouver sur des causes communes, en fait, des causes communes entre les phénomènes. Et c'est sur ces causes communes-là que eh ben, ça va se trouver ce lien entre chacun des phénomènes. Donc, cette tasse qui paraît avoir une existence propre et séparée est en réalité reliée à l'infinité des autres phénomènes. Elle n'est pas séparée réellement, même si elle a une existence qui paraît séparée dans son essence, eh bien, elle n'est pas séparée du reste de l'entièreté des phénomènes. Voilà. Et c'est ça, c'est assez intéressant, du coup, cette idée que, du coup, il n'y a pas de limite entre tous ces phénomènes-là. Il n'y a pas de dualité réelle entre tous les phénomènes. Tous les phénomènes sont liés les uns aux autres. Il continue en expliquant la pénétration totale et la limitation spatiale ne se font pas obstacle. Donc, en quatrième, la non-identité des entités phénoménales avec le principe entraîne leur absence de différence. C'est la raison pour laquelle les entités phénoménales, sans pour autant se détacher de leur lieu d'origine, donc c'est-à-dire la tasse en restant une tasse telle qu'elle est physiquement à l'endroit où elle est, sont entièrement présents dans tous les atomes des 10 directions. C'est parce que leur absence de différence entraîne leur non-identité avec le principe qu'elles s'étendent intégralement dans les 10 directions sans pour autant se mouvoir de leur place unique. Elles sont éloignées tout en restant proches et s'étendent tout en demeurant où elles sont, sans obstacle ni obstruction. Donc ça, c'est un peu la suite de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que du coup, cette tasse garde son identité, elle garde son apparence, elle garde sa localisation, et pourtant, elle est capable de s'étendre à l'entièreté des phénomènes. Alors attendez, ah oui, parce qu'après il parle de l'extension, oui, la pénétration totale, donc c'est ça. C'est cette idée que du coup, voilà, elle se retrouve présente dans tous, effectivement, les autres phénomènes. Et il continue sur la même idée en disant en cinquième, la non-identité, donc l'extension et la restriction spatiale ne se font pas obstacle. En cinquième, la non-identité de toutes les entités phénoménales avec le principe entraîne leur absence de différence. C'est la raison pour laquelle un atome, sans se porter atteinte à lui-même, donc la tasse, sans être autre chose que la tasse, eh bien, elle est capable d'englober par le menu l'océan des univers dans les 10 directions. L'absence de différence des entités phénoménales avec le principe entraîne leur non-identité, si bien qu'un atome englobe dans leur extension les sphères de la loi dans les 10 directions, sans pour autant s'agrandir. En d'autres termes, le phénomène qu'est un atome est étendu tout en restant restreint, et grand tout en restant minuscule, ceci sans obstacle et obstruction. C'est un peu la même idée, hein, toujours la même idée. L'atome s'étend, ou la tasse s'étend à l'entièreté de l'univers sans bouger, et à l'inverse, l'entièreté de l'univers peut rentrer dans la tasse sans que la tasse l'entièreté de l'univers peut rentrer dans la tasse sans que la tasse ait besoin de devenir de la taille de l'univers, sinon on serait bien embêté. Après, elle aurait un beau visage, ce serait particulier comme univers, ça serait sympa, mais voilà.
C'est l'imbloquance, exactement. Ensuite, il explique l'extension et la compréhension ne se font pas obstacle. En sixième, lorsqu'on pose un atome relativement à tous les phénomènes, donc par exemple la tasse, hein, je pars toujours de la tasse à la place d'atome, c'est plus compréhensible. Donc si on pose par exemple la tasse relativement à tous les autres phénomènes, donc par exemple le téléphone, voilà, etc., etc. Son extension intégrale à tous les autres phénomènes entraîne que la tasse, ou qu'il englobe entièrement ceux-ci. Oui. Aussi bien, lorsqu'il s'étend à tous les phénomènes, il les inclut en retour à nouveau, si bien que ceux-ci résident entièrement à l'intérieur de lui-même. Donc là, on est vraiment sur là où ce serait pas pratique pour boire, que dit Tomoyo. T'imagines la tasse géante de l'univers, un univers en forme de tasse. En outre, comme la compréhension entière des phénomènes par un atome entraîne l'extension totale de ceci à cela, cet atome s'étend en retour à toutes les entités différenciées qui sont à l'intérieur de lui-même. C'est la raison alors attendez, c'est la raison pour laquelle lorsqu'un atome s'étend lui-même aux autres phénomènes, les autres phénomènes s'étendent immédiatement à lui-même. Étant en mesure d'englober et de pénétrer les autres phénomènes, il s'étend et comprend ceci simultanément, sans obstruction. Il implique d'appliquer son esprit sur ce point. Donc là, il pousse encore plus la logique en disant que, effectivement, on a vu que cette tasse peut s'étendre à l'entièreté des phénomènes. C'est-à-dire, elle peut se retrouver présente dans l'entièreté des phénomènes. Par exemple, le soleil, la tasse est présente dans le soleil, elle est présente dans la matière qui a aidé à faire la tasse, elle est présente dans la potière, etc. Mais du coup, par extension, par réaction d'une certaine façon, eh bien, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que autant la tasse va être présente dans la potière, dans la matière, dans le soleil, dans l'eau, etc. Eh bien, en fait, de la même façon que cette tasse, donc du coup, s'étend à ces phénomènes, hein, elle apparaît dans les autres phénomènes, eh bien, de la même façon, ces autres phénomènes apparaissent dans la tasse. Dans la tasse, on retrouve la potière qui l'a fabriquée, on retrouve le soleil qui a chauffé, on se retrouve l'eau, la matière, etc., etc. Donc, de la même façon que la tasse s'étend à l'entièreté des phénomènes, par réaction d'une certaine façon, ou par extension, ou par logique, tous les autres phénomènes, eh bien, vont également se regrouper dans la tasse. C'est un peu la même logique. Elle s'étend aux phénomènes et les phénomènes se regroupent dans la tasse. Là, ça commence à être vraiment dans la vraie imbloquance des phénomènes. En 7, il explique la compréhension et pénétration ne se font pas obstacle. En septième, lorsqu'on pose toutes les entités en regard d'une seule entité, donc par exemple tout ce qu'il y a autour de moi là, tout ce qui me sert à faire le stream versus la tasse, la pénétration de ces entités dans une autre, donc toutes ces entités autour dans la tasse, dans une autre, pardon, la pénétration de ces entités dans une autre entraîne qu'elles comprennent cette autre. Donc c'est ce qu'on a vu juste avant. C'est la raison pour laquelle lorsque toutes les entités pénètrent entièrement dans une seule entité, il s'ensuit immédiatement que cette entité réside en retour à l'intérieur de toutes ces autres entités, ceci simultanément et sans obstruction. En outre, comme la compréhension par toutes les entités d'une autre entité entraîne qu'elle pénètre dans cette autre, quand une entité réside entièrement dans toutes les entités, il s'ensuit en retour que toutes ces autres entités résident à l'intérieur de cette première, ceci simultanément et sans obstruction. Qui est une façon compliquée de dire en fait exactement la même chose que ce qu'on a dit avant, sauf que tout à l'heure, on partait de la tasse en disant lorsque la tasse s'étend à l'entièreté des phénomènes, en même temps, les phénomènes s'étendent, enfin, les phénomènes se regroupent dans la tasse. Donc la tasse s'étend à la potière, on retrouve la tasse dans la potière, dans le soleil, etc. Et à l'inverse, par extension, on va retrouver du coup dans la tasse le soleil, la potière, etc. Donc on partait de la tasse et on faisait on essayait de comprendre ce qui se passait pour les autres phénomènes et la réaction des autres phénomènes dans la tasse. Là, on part de l'esprit inverse, mais en fait c'est exactement la même chose, hein. On part par exemple de tous les phénomènes qui sont autour, le soleil, la potière, etc., moi-même. On voit que dans chacun de ces phénomènes se trouve la tasse, et donc au moment où on arrive à faire cette compréhension, eh bien, en même temps, les phénomènes retournent dans la tasse. Donc là, en fait, on fait exactement le même cheminement de pensée, sauf qu'au lieu de partir de la tasse, ce qui, à mon sens, est comme le plus facile pour comprendre, on part à l'inverse de tous les autres phénomènes, en disant tous les autres phénomènes contiennent la tasse, et donc, par réaction d'une certaine façon, dans la tasse se trouvent tous les autres phénomènes. C'est la même chose, sauf qu'on part juste de l'autre angle. Voilà. Tous les phénomènes de la tasse, mais c'est plus facile, je trouve, de partir de la tasse pour aller vers les autres phénomènes. Mais c'est pour expliquer que ça marche dans les deux sens, concrètement, quoi. Et salut Dagdag, salut, salut. Ce qui nous amène du coup au point 8, qui est l'interpénétration sans obstruction.
En huitième, lorsqu'une entité est vis-à-vis de toutes les autres entités, il y a inclusion ainsi que pénétration. Donc, c'est-à-dire cette idée que si je prends la tasse versus les autres phénomènes, hein, c'est exactement ce qu'on disait. L'inclusion, c'est le fait que tous les phénomènes rentrent dans la tasse, tous les autres phénomènes rentrent dans la tasse. Et pénétration, c'est l'inverse, c'est le fait que la tasse va pénétrer dans tous les autres phénomènes, ou l'inverse, je ne sais plus. Non, c'est l'inverse, ça doit être l'inverse, mais peu importe. Enfin, en tout cas, c'est cette idée-là. Inclusion et pénétration, c'est ça. Nous avancerons donc à ce propos 4 propositions. Une entité, donc une tasse par exemple, englobant tous les autres entités, donc quand la tasse englobe tous les autres phénomènes autour, le téléphone, la potière, le soleil, etc. La première, donc la tasse, pénètre toutes les autres. Donc quand dans la tasse, c'est quand dans la tasse, on retrouve l'entièreté de tous les phénomènes, la potière, le soleil, etc., qui l'ont fait, eh bien, à ce moment-là, par extension, elle va, la tasse, pénétrer également dans tous ces différents phénomènes. On va retrouver la tasse dans le soleil, dans la potière, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Toutes les entités intégrant une entité, ces entités pénètrent dans cette dernière. Voilà, c'est la même. Alors, ça doit être la même idée. J'ai dû inverser le premier, mais vous voyez l'idée, hein. C'est les 2 points qu'on a discutés avant. C'est on regarde de l'angle de la tasse, on voit tous les phénomènes dedans, et donc cette tasse se retrouve également dans tous les phénomènes. À l'inverse, on regarde tous les phénomènes qui sont en lien avec la tasse, donc la tasse inclut tous ces phénomènes. C'est ça, A et B, mais j'ai peut-être mélangé les deux. Une entité intégrant une autre entité, la première pénètre cette dernière. Donc ça, c'est la même idée appliquée à juste une seule entité. S'il y a, par exemple, la potière et la tasse. Voilà. Et toutes les entités intégrant toutes les entités, ces entités pénètrent tous les autres. Donc là, en fait, c'est tout simplement un argumentaire pour partir de... En fait, si on pourrait même le faire dans l'autre sens, ce serait plus simple. On prend par exemple moi et la tasse. La tasse et moi, plutôt. Donc la tasse et moi, donc effectivement, je suis d'une certaine façon présent dans la tasse, vu que j'interagis avec, je suis aussi cause du fait qu'elle soit présente là devant vos yeux maintenant. Donc je suis présent dans la tasse, et par extension, la tasse est présente en moi également, vu que j'interagis avec. Donc ça, l'imblocance des deux phénomènes, Greg et la tasse. Ensuite, il y a la version où on va partir toujours de la tasse et de l'infinité des autres phénomènes, donc ce qu'on discute depuis tout à l'heure, le soleil, la potière, etc. Où on va faire du coup ces 2 exercices de dire je pars de la tasse, je vais jusqu'au phénomène. Donc la tasse est présente dans tous les phénomènes, mais également tous les phénomènes sont présents dans la tasse. Et le corollaire du coup de cette façon, la conclusion de cette logique-là, c'est de dire que ce qui est applicable à un phénomène versus tous les autres phénomènes s'applique globalement à tous les autres phénomènes. Donc, d'une certaine façon, tous les phénomènes entre eux contiennent tous les autres phénomènes, et tous les phénomènes s'attendent à tous les autres phénomènes. Donc, ce qui nous permet d'arriver à cette idée de ce qu'on appelle le filet d'Indra dans le bouddhisme, qui est cette imagerie. Imaginez donc le filet d'Indra, ça permet peut-être un peu de mieux comprendre ce qui se passe ici. Imaginez du coup un filet infini, composé d'une infinité de joyaux, qui sont, imaginez-les comme des perles, c'est plus simple pour comprendre, des perles tout à fait lisses, brillantes, enfin vraiment réfléchissantes comme des miroirs. Dans ce filet d'Indra, n'importe quelle perle de ce filet-là reflète. Alors, si on prend par exemple, si je prends cette perle-là du filet et cette perle-là, eh bien effectivement, on va voir que la perle ici, eh bien, va refléter cette perle-là. Donc cette deuxième perle qui est ici se retrouve du coup dans la première et inversement. Donc ça, c'est l'imblocance de un phénomène versus un phénomène. Également, dans cette pierre ici, par rapport à l'entièreté du filet d'Indra, eh bien, chaque pierre individuelle du filet d'Indra va être reflétée dans cette pierre-là. Donc ça, c'est le fait que dans un phénomène, on retrouve l'entièreté des phénomènes. À l'inverse, cette pierre qui est toute seule ici, cette petite perle qui est toute seule ici, elle va être elle-même reflétée dans chacune des autres perles du filet d'Indra. Chacune des autres perles du filet d'Indra va comprendre cette perle-là. Donc là, c'est du coup l'extension de cette perle à tous les phénomènes. Chacun des autres phénomènes comprend cette perle également. Et donc, en poussant tout ça, eh bien, on arrive à cette idée que chaque perle du filet d'Indra inclut chaque perle du filet d'Indra, qui inclut elle-même chaque perle du filet d'Indra. Donc, toutes les perles du filet d'Indra sont incluses dans toutes les perles du filet d'Indra. Ce qui donne du coup cette image de l'imblocance complète de tous les phénomènes, et donc qui arrive à cette idée de la non-dualité. À nouveau, ce sont des concepts philosophiques qui sont censés être abordés derrière, j'insiste dessus à nouveau, hein, sous forme de méditation, pour pouvoir non pas l'intégrer de façon purement intellectuelle, mais vraiment l'intégrer aussi de façon
vraiment instinctive, viscérale, profonde, voilà, qui permet de voir le monde sous un autre angle. Mais c'est très intéressant parce que là, dans notre vie, de tous les jours, eh bien, forcément, on ne peut pas, en permanence voir les choses sous cet angle-là, actualiser les choses sous cet angle-là, ça demande une puissance mentale assez colossale. Mais, l'idée, c'est aussi d'arriver du coup, en méditation, à comprendre tout ça, voilà. De nouveau, c'est ce que je vous disais en théorie, hein, moi je ne pratique pas ce type de méditation dans ma branche, mais, je trouve que c'est en tout cas, une logique qui est tout à fait intéressante, voilà. Et donc il nous reste les points 9 et 10, hein, pour terminer ce texte. En neuvième, lorsque toutes les entités sont posées en vis-à-vis d'une entité, il y a à nouveau pénétration ainsi qu'intégration. Nous avancerons à nouveau à ce propos 4 propositions. Toutes les entités intègrent une entité, elles pénètrent cette entité. Donc là, c'est toujours un peu la même idée, hein. Toutes les entités, donc tous les éléments autour, le téléphone, le Greg, etc., le stream, eh bien, vous pénétrez tous dans la tasse. Toutes les entités englobant toutes les autres entités, elles pénètrent une seule entité. Donc voilà, je crois que je confonds toujours les 2 à chaque fois. Toutes les entités intégrant une entité, elles pénètrent cette entité. Bah non, pourtant c'est ça l'idée. Toutes les entités englobant toutes les autres entités. Ah oui, ça c'est pardon, c'est la version effectivement, du coup, pareil, vous êtes tous d'une certaine façon présents en moi, dans mon téléphone, et cetera, dans tous les phénomènes. Toutes les entités intégrant une entité, elles pénètrent toutes les entités. Donc toutes les entités intégrant une entité, elles pénètrent toutes les entités. Oui, le fait que vous avez également la tasse en vous, et cetera. Et toutes les entités intégrant toutes les entités, elles pénètrent toutes les entités. Donc en fait, c'est un peu la même idée que ce qu'on a vu avant, sauf que tout à l'heure, on l'a vu sous l'angle de la tasse, et là, maintenant, on le voit sous l'angle de tous les phénomènes. En gros, c'est exactement la même logique, en fait. En partant d'un groupe de phénomènes pour arriver à ça, alors que tout à l'heure, on partait de la tasse. Voilà. Cette interprétation simultanée et sans obstruction. Voilà. Et du coup, le 10e point, on arrive justement à cette idée de la fusion universelle sans obstruction. En 10e, toutes les entités, ainsi que chacune d'elles, sont simultanément posées en vis-à-vis de façon mutuelle, c'est-à-dire qu'elles s'interpénètrent tous. Chacune des entités envisagées se laisse analyser selon les 2 tétralèmes précédents, donc le groupe de 4 propositions qu'on a vu tout à l'heure. Elles fusionnent de cette manière universellement, sans obstruction. Il importe d'appliquer son esprit sur ce point, selon le modèle précédent. Ainsi donc, grâce à l'examen mental sur l'interpénétration totale, donc ça t'apparaîtra d'une façon parfaitement limpide, s'accordera avec le domaine de la pratique sans qu'il n'y ait plus ni obstacle ni obstruction. Il importe d'appliquer en profondeur son esprit sur ce point afin que ce domaine se manifeste actuellement. Donc là, c'est d'une certaine façon ici, il insiste sur le côté plus autant réflexion mais aussi méditation, hein. Appliquer en profondeur son esprit sur ce point afin que ce domaine se manifeste actuellement, et il ne peut d'une certaine façon se manifester que dans le cadre d'une méditation. Donc voilà pour cette méthode d'examen mental sur la sphère de la loi d'Armadatu selon l'ornementation fleurie. Waouh! Mais voilà, en tout cas, c'est une des thèses importantes de l'école de la Vatamsaka, l'école Keigon en japonais, cette idée de l'interpénétration totale de tous les phénomènes, le fait qu'il n'y a rien qui soit réellement bloquant. Cette bloquance n'est liée que d'une certaine façon à l'existence qui est là des différents phénomènes, mais au niveau de la dimension absolue, au niveau vraiment de leur de la, de la dimension absolue, je peux difficilement le dire autrement, au niveau de la dimension absolue, au niveau des choses telles qu'elles sont réellement quand on les analyse, eh bien, il n'y a plus aucune bloquance entre tous les différents phénomènes. Voilà, tous les phénomènes s'incluent les uns les autres. Un phénomène inclut tous les phénomènes incluent un phénomène inclut un phénomène, tous les phénomènes incluent tous les phénomènes. Voilà, c'est ce que globalement la conclusion de ce texte-là, d'une certaine façon, grâce au principe qui est là, et pourtant chaque phénomène en lui-même garde son existence séparée des unes des autres. La tasse, de par cette analyse-là, ne disparaît pas. Lorsque je dis que la tasse est présente dans tous les phénomènes, la tasse ne disparaît pas. De même, quand tous les phénomènes sont présents dans la tasse, ils ne disparaissent pas. Et pourtant, ils sont bien inclus les uns avec les autres. Voilà.